présente maintenant M. Bruno Norf, secrétaire général du CNI national, qui va nous dire quelques mots. Parler de Pinay. Voilà, très bien. Je vais vous parler de Pinay. Voilà. Alors mes chers amis, d'abord je voudrais remercier l'invitation qui a été faite par les représentants des fédérations de Rhône-Alpes pour célébrer notre grand ancien Antoine Pinay. Alors qui était vraiment Antoine Pinay? Quel souvenir aura-t-il légué à notre XXIe siècle hanté par le doute? Un notable de province ultralibéral, selon la propagande communiste? Un oracle bonne conscience face au vent mauvais de la crise économique? La vie, ou plutôt la légende d'Antoine Pinay, aura navigué entre ces deux caricatures, trop réductrices, donc trop injustes, pour résumer les étonnantes facettes de ce grand commis de l'État, dont le seul tort fut peut-être d'avoir eu raison trop tôt. Privilège de ces tempéraments hors normes qui, sans le savoir, ont rendez-vous avec l'histoire. Sans nul doute, Pinay fut l'homme politique le plus libéral qu'ait connu notre pays, dont la culture est pourtant si rétive au libéralisme. Pinay disait « Je suis un homme simple, qui vit comme tout le monde. » Et c'est peut-être pour cela que les gens ont assimilé mon nom à celui de la confiance. Je vous laisse imaginer ce que, si les hommes politiques, et notamment notre président, pourraient dire ce type de phrase à nos concitoyens. Avec Antoine Pinay, la confiance quittait le terrain de l'incantation politique pour devenir un postulat économique. Voilà comment son libéralisme a pu séduire, rassurer, réconcilier les Français avec les lois du marché. Replaçons-nous un instant dans le contexte de l'époque. Sous l'emprise de la propagande communiste, les grands esprits français d'après-guerre semblaient acquis à l'idée que l'État n'était pas une entreprise et qu'il n'était pas fait pour dégager du bénéfice. À contre-courant, à contre-pied des idées en vogue, tout au long de sa carrière ministérielle, Antoine Pinay sut démontrer que l'État n'avait pas non plus pour mission d'enregistrer des pertes, de creuser des déficits et d'hypothéquer l'avenir des générations futures. Inutile de souligner combien sa conviction se rappelle à nous avec ironie, maintenant que les générations sacrifiées n'ont d'autre culte que la lamentation. Contre vents et marées, Antoine Pinay assumait un discours de rigueur, où la méthode et la raison n'avaient pas peur des mots. Un contrôle des finances publiques si proche de la gestion en bon père de famille, dans la tradition intacte de ce que nous a inculqué le Code Napoléon. Chef d'entreprise ancré dans les réalités provinciales, et non technocrate condescendant issu des grandes écoles, il avait le pragmatisme chevillé au corps. Seul est vrai ce qui réussit. La simplicité et le bon sens ont toujours raison des situations difficiles. Redresser le pays en rétablissant la croissance, promouvoir pour cela la réussite par le travail et le déblocage de l'épargne. Voilà comment la méritocratie devient le moteur de l'économie nationale. Pas de progrès sans effort ni responsabilité. Voilà bien l'idéal libéral par excellence, mis en action au quotidien, sans beaux discours ni grande théorie. Le respect de la personne, c'est le respect de sa liberté, aimait-il à répéter. Liberté de choisir sa vie et de mériter son destin. Cette conception libérale de l'humanisme nourrissait sa compréhension très fine des mécanismes de la fiscalité et des marchés financiers. Il devint alors l'homme qu'il faut, au moment qu'il faut, pour rétablir l'économie de marché face à une politique planificatrice, faite de nationalisation et de dépenses inconsidérées en argent public, tout aussi dispendieuse alors que notre fameux modèle social donne une trop belle prime à l'assistanat. Au-delà de la politique du Francfort, au-delà du célèbre emprunt Pinay, exonéré d'impôts, même si son rendement était modéré, mais c'était toujours la gestion en bon père de famille, 3% seulement. Mais reconnaissons qu'on ne fait guère mieux aujourd'hui.
N'oublions pas de mettre à son crédit la loi d'amnistie fiscale. Car Antoine Pinet avait compris, bien avant les autres, qu'il valait mieux attirer les riches plutôt que de les laisser s'expatrier avec des prélèvements fiscaux confiscatoires. Preuve que son modèle libéral reposait bien sur une économie de confiance basée sur le modèle « tu gagnes, donc je gagne ». Un gage de croissance que nous peinons tellement aujourd'hui à réhabiliter. Antoine Pinet nous a aussi démontré que le réformisme politique allait de pair avec un libéralisme intransigeant. Pour autant, il fut sans aucun doute l'économiste libéral le moins politique de sa génération. Autant dire que les intellectuels et les politiques n'ont jamais apprécié Antoine Pinet. Les gaullistes historiques en premier lieu, défenseurs de la planification et d'un État fort, nombre d'entrepreneurs aussi se méfiaient de son credo libéral, crispés qu'ils étaient sur le libre-échangisme que préconisait le sage de Saint-Chamond en raison de la forte concurrence qui en était induite. Les partis de gauche et du centre lui proposèrent enfin des alliances hasardeuses qu'il n'eut de cesse de refuser. Parce qu'il ne voulut jamais se compromettre ni avec le communisme, ni avec le constructivisme si en vogue à l'époque. Petit clin d'œil de l'histoire, sa seule contribution législative retrouve comme un parfum d'actualité. Antoine Pinet fut à l'origine d'une proposition de loi, pourtant jamais appliquée, imposant aux agents de l'État une obligation de loyauté, présentée à tort comme du macartisme à la française. Il est vrai qu'elle visait explicitement les lobbies communistes. Une audace comme la droite française n'en sera plus jamais capable. Les faits d'armes de sa carrière politique dépassent bien sûr cette petite anecdote. Membre actif du CNI sous la 4e République, il est élu député en 1946, puis nommé ministre en 1950. Comme président du Conseil en 1952, il lance un premier emprunt national gagé sur l'or. Il est aussi l'instigateur du traité de Paris, portant création de l'éphémère Communauté européenne de défense. Comme ministre des Affaires étrangères, parce que ça, on le sait peu, mais Antoine Pinet a été ministre des Affaires étrangères en 1955. Il ouvre la voie à l'indépendance du Maroc et de la Tunisie. Sa conception exigeante des rapports Nord-Sud le dissuade de toute compromission politicienne. Nommé par le général de Gaulle ministre des Finances en juin 1958, il démissionne en janvier 1960, refusant de cautionner la politique algérienne du gouvernement, trop hasardeuse et opportuniste à son goût. Homme de paix, épris de liberté, esprit indépendant, convaincu des vertus du libre-échange, il fut le précurseur infatigable de la mondialisation actuelle, caressant l'idéal d'une France forte et conquérante. Tout ce qu'elle aurait pu être, si le sage de Saint-Chamond eût été mieux écouté et surtout mieux compris. C'est là le destin ordinaire des visionnaires qui ont raison trop tôt.